Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est l'offre fédérale sur les transferts en santé qui a monopolisé l'attention. Le gouvernement Trudeau a finalement offert aux provinces 46,2 milliards de dollars sur 10 ans en nouveaux financements pour les soins de santé. Cet argent neuf s'ajouterait aux augmentations qui étaient déjà prévues pour un total de 196,1 milliards sur 10 ans. J'ai discuté des détails de cette offre avec Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des collectivités. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Donc, l'offre de votre gouvernement prévoit 46,2 milliards d'argent neuf sur 10 ans, ce qui représente environ 4,6 milliards par année. On est loin, évidemment, des 28 milliards que demandaient les provinces. Je vous demanderai d'abord comment vous allez leur faire avaler la pilule. Moi, je ne pense pas qu'une offre aussi importante en termes financiers est une pilule difficile à avaler. Le chiffre qu'ils ont avancé de 28 milliards de dollars depuis plusieurs mois, et ils le savent très bien. On a discuté de ça en privé comme aujourd'hui dans la discussion. On ne comprend pas le transfert des points d'impôt que le fédéral a évacué en faveur des provinces. L'année passée, par exemple, ce transfert de points d'impôt a valu 25 milliards de dollars pour les provinces, en plus que le transfert du Canadien en santé. Alors, en tout et partout, c'est une offre imposante, généreuse, nous trouvons, qui prend en considération la situation financière du gouvernement fédéral. Beaucoup des provinces sont dans des situations de surplus budgétaire, mais quand même, une offre sur 10 ans donne la stabilité, la prévisibilité que les provinces nous ont demandé. On a ajusté l'offre qu'on a déposée aujourd'hui au fil des dernières semaines, précisément pour prendre en considération ce genre de suggestions. Nous croyons que c'est une matière pour débuter des discussions que nous espérons vont nous amener à des ententes bilatérales avec toutes les juridictions assez vite. Bon. Les provinces, on sait, ont exprimé leur déception. Du côté du Québec, le premier ministre François Legault affirme que ce rattrapage n'est pas au rendez-vous, que le montant total est insuffisant, que vous n'avez pas la même définition, en fait, de ce que c'est une offre substantielle, que ça ne réglera pas les problèmes de sous-financement en santé. Qu'est-ce que vous répondez à M. Legault? Monsieur Legault a été dans ses conversations au préalable un partenaire constructif. Il a fait valoir l'importance de respecter les compétences des provinces, les juridictions provinciales en ce qui a trait à la livraison des soins de santé, ce que nous avons fait. Il a demandé la flexibilité dans ses offres de financement pour prendre en considération les priorités du gouvernement du Québec comme dans les autres provinces. C'est quelque chose que nous avons aussi accepté. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout que 196 milliards de dollars additionnels comparés à ce que les provinces avaient l'année passée, ça sur 10 ans, c'est sûr, représente une augmentation du financement actuel dans cette année financière importante. Et nous allons travailler évidemment dans le respect et dans la collaboration avec le Québec comme dans les autres provinces pour essayer d'identifier les priorités communes et comment vite on peut entrer dans une entente qui va ensuite permettre aux gouvernements provinciaux, y compris le Québec, d'accéder à ces fonds-là. Oui, parlons justement des ententes asymétriques. Vous le mentionniez il y a un instant. Dans le plan que vous avez présenté aujourd'hui, vous prévoyez un financement additionnel de 20 milliards sur 10 ans pour les provinces qui vont donc conclure des ententes asymétriques avec Ottawa. Comment ça va fonctionner, ces accords bilatéraux? C'est ça. Le premier ministre Trudeau a expliqué à ses homologues qu'il y avait pour nous 4 secteurs de priorité communes, genre accès aux soins primaires, aux santé mentale, les ressources humaines en termes de santé, comment mieux partager et élaborer des données. C'est des champs de priorité que les provinces ont partagés avec nous, avec mon collègue Jean-Yves Duclos,
depuis déjà plusieurs mois. Ça n'a pas surpris aucun premier ministre autour de la table aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de dire aux provinces, venez nous expliquer comment vous allez vous-même fixer des cibles dans ces 4 priorités-là. Si vous voulez focuser sur 2 des 4 ou 3 des 4 ou une priorité au dépend de 3 autres, c'est parfaitement quelque chose que vous pouvez faire. Mais nous souhaitons et nous pensons, parce qu'ils ont été élaborés suite à des discussions avec tous les ministres de la Santé des provinces, qu'il y aura beaucoup de priorités partagées. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons leur demander de nous donner leurs cibles et leurs priorités en termes de dépenses. Et nous allons ensuite procéder, on espère, à signer une entente, comme vous dites, qui va respecter les priorités de chaque juridiction. Et en faisant ça, l'argent sera disponible d'ici quelques mois. Ouais. C'était donc aujourd'hui ce que M. Trudeau a appelé une rencontre de travail, en fait un début de conversation. Les provinces ont dit prendre cette offre que vous avez présentée aujourd'hui en délibéré, mais le premier ministre François Legault semblait dire que votre offre était finalement finale. Est-ce que votre gouvernement est ouvert à la négociation ou si vraiment c'est une offre finale, le chiffre est final? Nous sommes ouverts et nous avons même hâte d'avoir des négociations, des discussions collégiales, constructives et respectueuses afin d'élaborer, comme j'ai dit, les priorités des provinces pour les encadrer dans les ententes bilatérales. Le premier ministre a aussi été clair que nous pensons que l'offre financière, cette augmentation importante de nouvel argent qu'on est prêt à transférer aux provinces représente la capacité financière du gouvernement fédéral à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous espérons procéder à des discussions avec les provinces sur les ententes bilatérales. Les chiffres sont maintenant connus et comme j'ai dit, ça ne devra pas surprendre les premiers ministres des provinces de constater que souvent, dans beaucoup de cas, la situation financière de plusieurs provinces qui sont même dans des situations de surplus budgétaire, qui n'est pas la situation avec le gouvernement fédéral, que c'est une offre quand même respectueuse et sérieuse, et ça mérite une conversation, je pense, collaborative en termes de priorités communes. Oui, on sait, Monsieur le ministre, que le temps presse en matière de santé, que le réseau de la santé craque de partout au Canada. À quel point vous êtes confiant d'avoir des ententes signées avant le dépôt du prochain budget fédéral? Bien, nous sommes très optimistes. Nous avons beaucoup de raisons, je crois, d'être optimistes. Je partage complètement ce que vous venez de dire en termes de l'urgence d'agir. On voit partout au pays des exemples dans les grandes villes comme dans les plus petits centres d'un système de soins de santé, surtout la question de ressources humaines en santé, où les femmes et les hommes extraordinaires qui travaillent dans ce domaine-là ont besoin d'appui, ont besoin d'aide, ont besoin de renfort. C'est ça que les premiers ministres nous disent. J'ai soupé avec 2 des premiers ministres la semaine passée à Ottawa. La conversation était beaucoup axée sur cette question-là. Alors, je pense que les Canadiens s'attendent qu'on va agir le plus vite possible et c'est ça notre souhait aussi. Oui. Ce matin, Monsieur le ministre, vous avez dit en point de presse qu'en fait, vous avez rappelé que vous avez passé vous-même 2 mois dans un hôpital à Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon, vous avez rappelé que vous avez vous-même vu des gens qui travaillaient sur place, comment ils sont extraordinaires, malgré les difficultés qu'ils affrontent chaque jour sur le terrain. À partir de quand, en fait, les travailleurs de la santé, les patients, les Canadiens de façon générale, vont voir la différence sur le terrain, dans le réseau de la santé, vous pensez? Bien, nous l'espérons très vite pour les raisons que vous venez très bien de décrire. D'ailleurs, la docteure Lachance, qui était l'hématologue qui m'avait greffé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a 3 ans et demi, j'ai parlé avec elle cette semaine. On a parlé de la situation de ses collègues et les gens qui m'ont soigné d'une façon extraordinaire quand j'ai passé ces 2 mois-là à l'étage à Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et ces gens-là que j'ai rencontrés, qui m'ont littéralement sauvé la vie, je pense, méritent que leur gouvernement
collaborent sur une base urgente. Et c'est pourquoi, Mme Bégin, moi, j'espère que nous pourrons avancer, sinon peut-être les 13 juridictions, la grande majorité des juridictions, en termes d'entente bilatérale au cours des prochaines semaines, précisément comme vous dites, parce qu'on veut encadrer ces dépenses dans le prochain budget fédéral qui risque d'arriver d'ici 2 mois et demi. Mmh. Dominique Leblanc, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Mme Bégin. Bonne soirée. Le Bloc québécois a profité de la journée de l'opposition jeudi pour ramener à l'avant-scène la situation du chemin Roxham en Montérégie, par lequel entrent au Québec de plus en plus de demandeurs d'asile. On apprenait récemment que la ville de New York offre gratuitement des billets d'autobus à des migrants, dont certains empruntent le chemin Roxham. Alors, j'ai parlé des impacts de tout ça avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Mme Bégin. On sait que le Québec fournit beaucoup plus que sa part pour recevoir les migrants qui traversent par le chemin Roxham depuis le début de l'année. C'est des milliers d'interceptions qui ont été faites par la GRC. Pour nous aider à comprendre, ce flot de migrants qui entrent par Roxham, concrètement, ça représente quoi pour le Québec? C'est un flot important et continu de demandeurs d'asile qui se présentent au chemin Roxham, effectivement. Si on regarde pour l'année 2022 au complet, on est à près de 40 000 demandeurs d'asile. Pour être plus précis, là, c'est 39 000 quelque chose. Donc, vraiment, c'est considérable. C'est un flot qui est trop important pour la capacité du Québec. Parce qu'il faut voir que la plupart de ces demandeurs d'asile viennent soit sur l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal. Et on doit trouver de l'hébergement pour ces gens. On doit trouver des organismes d'accompagnement pour les aider sur le volet alimentaire, sur le volet vestimentaire. On doit leur offrir aussi l'aide de dernier recours parce que ces gens sont en attente d'un permis de travail qui tarde à arriver. Ouais. Donc, bref, c'est un flot considérable pour le Québec et le Québec assume la presque totalité au nom du Canada là, de la réception des demandeurs d'asile entrés de manière irrégulière au Canada. Et ça n'a pas lieu d'être. Oui. Et puis, on a appris cette semaine que l'État de New York payait aussi des billets pour acheminer des migrants qui ont l'intention de traverser le chemin Roxham. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Ben, j'étais franchement étonnée, un peu déconcertée, parce que ça vient juste amplifier le flot de demandeurs d'asile qui vont entrer par le chemin Roxham. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est grand temps que le gouvernement fédéral mette un terme à cet enjeu du chemin Roxham, ferme le chemin Roxham pour de bon, ferme l'accès aux demandeurs d'asile le long de la frontière canado-américaine entre les points de passage officiels. Parce qu'il faut voir que le problème que l'on a, c'est qu'on a une entente avec les États-Unis, qui est une entente qui s'appelle sur les tiers pays sûrs, faisant en sorte qu'un demandeur d'asile qui se présente à un poste frontalier canado-américain, s'il arrive des États-Unis à un poste frontalier officiel, il sera retourné automatiquement aux États-Unis parce que c'est considéré comme un pays sûr. Mais s'il se présente en dehors d'un poste frontalier officiel, là, sa demande peut être analysée par le Canada et il s'avère que l'essentiel des demandeurs d'asile se présentent donc au chemin Roxham. Ouais. Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Là, vous dites que vous voulez que le chemin Roxham ferme. Vous vous attendez à quoi du gouvernement fédéral exactement à cet égard? Alors, c'est sous juridiction fédérale, donc c'est au gouvernement canadien, bien sûr, d'identifier la meilleure mesure pour faire en sorte que cet enjeu prenne fin pour de bon, de manière durable. Nous, ce que l'on perçoit, c'est que la meilleure façon d'y parvenir pourrait être de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, de telle sorte qu'elle puisse s'appliquer à toute la frontière canado-américaine plutôt qu'au point de passage officiel uniquement. Ça ferait en sorte qu'il n'y aurait plus d'intérêt à aller au chemin Roxham parce que les gens qui s'y présenteraient comme demandeurs d'asile seraient refoulés aux États-Unis, comme c'est le cas s'ils se présentent à un poste frontalier officiel. Donc, ça réglerait l'enjeu.
Mais il faut que cette négociation prenne fin. Ça fait des années que c'est en négociation. Oui, parce que ça traîne en longueur, justement. C'est une des doléances du Bloc québécois ici à Ottawa. Évidemment, Washington, on le sait, n'a pas vraiment intérêt de son côté à recevoir plus de migrants en sol américain. C'est difficile de convaincre les États-Unis d'embarquer. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement canadien met assez de pression sur Washington pour renégocier cette entente? Parce que, vous le dites, ça traîne en longueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai de la difficulté à m'exprimer sur comment ça se passe en coulisses parce que je ne sais pas à quel point le Canada met l'accent là-dessus, mais c'est sûr que dans une relation bilatérale comme celle qui existe entre le Canada et les États-Unis, ben, parfois, on en prend, on en donne. Vous savez, on reconnaît un enjeu comme étant important s'il est cher au cœur de notre partenaire. Et je pense que c'est au Canada de faire valoir l'importance de cet enjeu du chemin Roxham, de cet enjeu sur l'entente sur les tiers pays sûrs, de faire en sorte de la prioriser. Et là-dessus, moi, j'aimerais bien entendre le premier ministre Trudeau se montrer sensible, inquiet et volontaire pour faire en sorte de mettre fin à cet enjeu autour du chemin Roxham parce qu'il y a une pression considérable qui est exercée sur les services gouvernementaux québécois parce qu'on a des services à offrir à ces gens. Et aussi, il y a une pression considérable sur nos groupes qui accompagnent les immigrants, les demandeurs d'asile et une pression considérable sur le secteur immobilier parce que ces gens ont besoin d'accéder à des appartements abordables. Et là, on n'en a plus. On est à pleine capacité. Donc, il faut faire en sorte que le fédéral répartisse ailleurs qu'au Québec les demandeurs d'asile qui viendront au cours des prochaines semaines, et j'espère que ce n'est qu'une question de semaine, parce que là, c'est le Québec qui récupère la presque totalité de ces demandeurs d'asile. Il y en a quelques-uns qui vont en Ontario, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait également qui aillent dans les Maritimes ou ailleurs dans l'Ouest canadien. Rediriger vers d'autres provinces, comme vous nous dites. Voilà. Il y a là aussi... où la capacité d'accueil le permet. Ouais. Il y a aussi tout le fait que ce flot de migrants qui traversent la frontière chaque jour pour entrer au Québec, ça survient alors évidemment qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, autant au Québec qu'ailleurs au Canada. On sait que le Bloc québécois fait aussi pression aux communes pour qu'Ottawa accélère la bureaucratie au ministère de l'Immigration pour délivrer des permis de travail plus vite. Est-ce que le Québec pourrait intégrer plus vite ces migrants au marché du travail, vous pensez? L'émission des permis de travail pour des demandeurs d'asile, ça relève du fédéral. Donc, c'est vraiment au gouvernement canadien de prendre en charge cette responsabilité. On nous dit qu'un nouveau système a été mis en place pour un octroi beaucoup plus rapide de permis de travail aux demandeurs d'asile, du moins pour ceux qui sont arrivés depuis la fin novembre 2022. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que 80% des demandeurs d'asile arrivés depuis fin novembre dernier, 80% d'entre eux ont obtenu leur permis de travail en moins de 15 jours. Donc, si ça se maintient comme nouvelle tendance, eh bien là, ça va vraiment améliorer la situation parce que ces gens arrivent au Québec, pour l'essentiel, et ne sont même pas en capacité de travailler officiellement parce qu'ils n'ont pas leur permis de travail. Autrefois, ça prenait 12 à 13 mois même pour obtenir le permis de travail. Donc là, si on nous dit que c'est moins de 15 jours, on applaudit. On veut voir les chiffres néanmoins qui le confirment parce qu'il faut voir que si les gens n'ont pas ce permis de travail, soit ils ne travaillent pas, soit ils travaillent au noir. Ouais. Et là, ça met à risque leur santé, leur sécurité. Ils bénéficient pas du salaire minimum, des conditions normales de travail. Donc, bref, s'enclenche toute une roue négative dont il est difficile par la suite de sortir. Oui, ça les garde dans une situation précaire. On sait, Madame la ministre, que ce flot de migrants qui arrivent par le chemin Roxham, ça soulève les passions au Québec. Le Parti québécois, qui demande aussi de fermer Roxham, a dit craindre que cette situation, ça provoque en fait une montée des extrêmes et que ça vienne menacer même la paix sociale au Québec. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette position du Parti québécois? Bon, je pense que faut pas penser qu'on va en venir là. Vraiment, on a des ressources et des services à offrir aux demandeurs d'asile. On respecte nos engagements. Ça fait en sorte qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est des gens qui ont parcouru souvent des milliers de kilomètres pour s'offrir une meilleure qualité de vie. Maintenant qu'ils sont arrivés au Québec, au Canada, c'est des gens qui veulent contribuer à l'économie, contribuer à développer la société québécoise, la société canadienne, et nous, on va les accompagner en ce sens-là. Et voilà, on propose donc de fermer également le chemin Roxham d'une manière durable, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Parti québécois là, dans cette proposition. Est-ce qu'il y a un risque avec le chemin Roxham que le débat sur l'immigration, ça dérape au Québec, vous pensez? Non, je pense qu'on est en contrôle encore de la situation. C'est sûr qu'on a ça à l'œil.
il va falloir que le gouvernement canadien y mette du sien pour faire en sorte que les autres provinces soient mises à contribution. C'est ce qui va permettre de gérer le flot à venir des demandeurs d'asile additionnels et également, donc, comme je disais, renégocier cette entente sur les tiers pays sûrs pour mettre fin à cette arrivée massive de demandeurs d'asile. Si c'est le cas, les choses vont bien aller, mais on a besoin d'une intervention rapide du premier ministre du Canada. Bon. Je vais terminer avec vous, Madame la ministre, sur ce drame qui est survenu au Québec cette semaine. Un chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie. Il y a 2 enfants, on le sait, qui sont morts. 6 autres ont été blessés. C'est toute la classe politique, autant à Québec qu'à Ottawa, qui a été bouleversée par cette histoire. Vous, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, comment vous avez réagi à cette affaire? Ben, j'ai pris ça dur. J'ai trouvé que c'était un drame effroyable, insensé. Et j'ai un mot, en fait, pour les parents, les éducatrices en garderie, les enfants, tous ceux qui ont été de près, les intervenants. J'ai un mot pour eux, c'est de dire que tout le Québec est avec vous. On est vraiment consternés par ce qui est arrivé. Et on va vouloir les accompagner. J'invite les gens également à demander de l'aide parce que souvent, dans les mois, les semaines, les années même qui suivent, ben, ces gens-là vont être affectés par ce qui est survenu. Et j'offre mes plus sincères condoléances aux gens directement touchés, que ce soit les familles ou les parents ou les gens des services d'éducation. Donc voilà, on a été bouleversés et on sera avec eux pour les accompagner dans cette période très difficile. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le président Joe Biden a prononcé un discours sur l'état de l'Union à saveur protectionniste mardi soir devant le Congrès américain. Une allocution qui survient alors que M. Biden s'apprête à effectuer une visite officielle au Canada au mois de mars. J'ai analysé ce discours avec Tim Naftali, professeur à l'Université de New York et historien présidentiel. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Esther. On a donc vu un président Biden très combatif qui a parlé pendant plus d'1 heure pour tenter de convaincre un électorat américain, je dirais sceptique, mais aussi inquiet quant à l'efficacité de ses politiques économiques. Je vous demanderai d'abord, Tim, quelle évaluation vous faites de ce discours sur l'état de l'Union du président Biden? D'après moi, il faut toujours demander 2 questions. Premièrement, sur le plan émotif, émotion, de théâtre. Et deuxièmement, sur le plan politique et des vraies politiques détaillées. Sur les 2 plans, d'après moi, le président a très bien fait. C'était, d'après moi, le discours de l'État, le discours de l'État de la nation le plus efficace depuis des décennies. D'après moi, c'était une performance presque aussi vive et efficace que ce qu'on a vu de Franklin Roosevelt. Parce que il a pu, de la même façon, de se présenter comme un vrai chef, un leader, plein de force, d'après le fait qu'il est très âgé. En même temps, il a pu prononcer des idées qui sont des idées assez bien acceptées et approuvées par plusieurs Américains. Pas les idées controversées. Il y avait eu d'idées controversées, mais la plupart de l'allocution hier soir était sur les propositions bien acceptées par la plupart des Américains. C'était un discours visé au col bleu et la classe moyenne américaine. Mais aussi, Tim, un discours protectionniste dans lequel le président Biden a prononcé les mots « Buy in America ». On sait que M. Biden se prépare à une visite officielle au Canada, ici, donc au mois de mars. Il vient rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que ça pourrait laisser présager des tensions dans les relations canado-américaines? Oh oui, il y aura, d'après moi, il y aura des tensions. Il y a, je crois, ça fait longtemps que j'ai regardé
ces détails, mais je crois que l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique donne à chaque gouvernement le pouvoir de faire des actes protectionnistes pour la sécurité nationale. Et j'anticipe que le président Biden va dire au premier ministre Trudeau que pour des raisons de sécurité nationale, les États-Unis, pour les projets fédéraux, c'est juste pour les projets fédéraux, le gouvernement fédéral à Washington ne peuvent pas acheter du bois canadien, par exemple, ou de l'acier canadien. Et ça c'est protectionniste. Ça, c'est contre l'esprit de libre-échange. Mais il faut rendre compte que nous avons aux États-Unis, et même un petit peu, je crois, au Canada, un mouvement populiste. Et le populisme n'est pas seulement de l'aile droite, c'est aussi de l'aile gauche. Et les populistes, soit conservateurs, libéraux ou progressistes, sont protectionnistes. Mm-hmm. Alors, c'est à ces votes, c'est pour gagner ces votes, que le président Biden a donné le discours qu'il a donné hier. Et il y aura, par conséquent, des tensions avec le Canada et le Mexique. Oui, on va suivre évidemment de près cette visite du président Biden au Canada le mois prochain. En terminant, Tim, le temps file. On sait que c'est un discours qui est prononcé alors qu'il y a beaucoup de spéculations aux États-Unis, à savoir si le président Biden, qui est âgé de 80 ans, va lancer dans les prochaines semaines sa campagne électorale pour l'élection de 2024. Je le disais, il a été très combatif hier. Je me demandais, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Joe Biden va se présenter pour un deuxième mandat? S'il va se présenter, les thèmes qu'on a vus hier soir sont l'épine dorsale de sa campagne électorale en 2024. D'après moi, quand on parle de quelqu'un aussi âgé que le président Biden, je dois dire que je ne suis pas encore convaincu qu'il va se présenter en 2024. Je suis convaincu que si Trump est le choix des républicains, Biden sera le choix des démocrates. Mais je ne suis pas convaincu que Trump sera le choix des républicains en 2024. Et pour cette raison, je ne suis pas encore convaincu ce que le président lui-même va faire en 2024. Alors, tout ça devrait se préciser dans les prochaines semaines. Tim Naftali, historien présidentiel, merci beaucoup. Merci de votre analyse. Très apprécié. Merci, Esther. Un plaisir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.